Bonjour à tous et bienvenue dans Pote à la compote, le podcast où Lewis Hamilton rencontre Rick Dalton. Aujourd'hui, nous retrouverons en fin d'émission un invité qui vient d'une ville où le tacos 3 viandes, sauce blanche, cordon bleu, kebab, nuggets, sans crudité chef, a été inventé, mon cousin Baptiste. Et bien sûr, le fact-checker le plus prisé de France, son film préféré est un film polonais, traduit en danois, avec des acteurs yougoslaves. Il préfère le cigare à la cigarette. Merci d'accueillir Clément. Bonjour à tous, bonsoir Pierre, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec deux films pétants, deux films sanglants. Je vais commencer avec mon film. J'ai choisi Il était une fois Hollywood, réalisé par Quentin Tarantino. Alors Rick Dalton, c'est un acteur un peu sur le déclin, qui a fait beaucoup de séries B, pas mal de séries, mais il joue un peu le même rôle. Il est un peu sur la fin de sa carrière et donc du coup il traîne avec son cascadeur attitré, Cliff Booth, parce qu'il a eu un accident à cause de l'alcool, donc il a perdu le permis, donc c'est un peu son pote, bras droit. Voilà, c'est son bras droit, et surtout ce qui revient dans le film, c'est que c'est son ami en fait. Ils disent merci, t'es un bon ami. Donc du coup il y a ces deux acteurs là qui sont là, et en fait du coup on va les suivre dans leur aventure un peu hollywoodienne. Voilà, pour résumer le film, c'est ça. Voilà, c'est un acteur et son cascadeur qui vont vivre des péripéties un peu dans le Hollywood des fin années 60. Voilà, donc pourquoi ce film ? Alors je vous l'ai dit, c'est mon film préféré de Tarantino, parce que au niveau de la mise en scène, ça reste assez classique, sauf au niveau des décors où vraiment il y a un travail énorme qui a été fait. Mais moi ce que j'adore dans ce film, c'est vraiment c'est du Tarantino tout craché, où on voit où il va se faire plaisir sur les dialogues. Et pour moi, c'est vraiment un film pour les acteurs. Voilà, les acteurs se régalent dans le dedans. Brad Pitt a eu l'Oscar du meilleur second rôle. DiCaprio a une performance exceptionnelle. Bon, après, c'est DiCaprio, on le connaît, on le sait. Ouais. Mais là, ce qui est bien, c'est que même presque Brad Pitt vole la vedette à DiCaprio dans le film. Et après, il y a aussi, pareil, Margot Robbie, sublime dans le rôle de Sharon Tate. C'est dommage d'ailleurs qu'elle s'exprime pas trop, elle est juste là pour un peu suivre un peu cette histoire qu'il y a derrière par rapport à la famille Manson. Mais il y a ce trio d'acteurs est pour moi le top de ce qui se fait en ce moment, et notamment d'avoir réuni DiCaprio et Brad Pitt. Franchement, fallait le faire, et le seul qui a osé le faire, c'est Tarantino. C'est vrai que c'est un sacré trio, et puis je te laisserai voir aussi dans la suite avec nombre d'acteurs, parce que là on parle quand même d'acteurs qui commencent à être vieux, commencent à vieillir, et derrière ça il y a une jeune génération qui arrive en grande pompe et qui est sublimée, je trouve, dans le film aussi, à sa façon. On a toujours DiCaprio et Brad Pitt en premier plan avec Margot Robbie. Ce qui est très drôle, c'est que toujours la ref au pied. Tarantino, il kiffe ça. Ouais, ça commence à se voir après à chacun de ses films. C'est vrai qu'à chacun de ses films. Et des pieds sales aussi. Oui, tu vois des panards de partout. Non, mais. Et puis, moi, je me suis bien retrouvé dans le rôle de Brad Pitt. Ouais. Où vraiment, je trouve que c'est un rôle qui lui colle à la peau, quoi. Tu vois, vraiment, c'est le rôle qui devait avoir, c'était que lui qui pouvait l'avoir. C'est vrai qu'il a la classe. C'est vrai qu'il joue bien, tu vois, l'ancien. Un mec un peu qui a vécu son truc à Hollywood, qui a fait sa bosse. Là maintenant il aide son collègue qui est acteur. Enfin, tu vois, il est un peu dans ça. Et puis ça reste Brad Pitt, toujours aussi beau gosse. Et c'est vrai que c'est le cliché du cascadeur. Tu le vois, il est là, il est tatoué. Il rajoute un peu de background un peu sur sa vie. Il y a un passage un peu flou avec sa femme. Ouais, sur ce qu'il a fait dans sa vie. C'est un salaud le type. Et pareil, quand il a son t-shirt, on voit les cicatrices, on voit que en fait ces deux acteurs dans le film, ces deux personnages, juste à leur gueule, en 5 minutes, tu peux imaginer à peu près tout ce qu'ils ont vécu. Ah oui, clairement. Voilà, que ce soit DiCaprio dans ce rôle d'un peu d'acteur, vraiment un peu, comment dire, méticuleux, qui fait attention à tout, vraiment riche et qui adore sa richesse en fait. C'est ça, et puis tu le vois, c'est le DiCaprio, on a l'habitude de voir un DiCaprio qui est svelte, là c'est vraiment un peu presque bouffi, tu sens qu'il arrive à la fin de sa carrière. Et le film représente bien ce problème
mais il adore l'alcool. Enfin, vraiment, il est que dans le truc. Tu vois, par exemple, au début du film, t'as Margot Robbie qui arrive avec une voiture. Et en gros, il dit c'est la première fois que t'imagines. Il y a Polanski qui habite à côté de chez moi, c'est la première fois que je le vois. Genre, vraiment, il est dans le truc Hollywood à fond. Et il joue très bien ce rôle-là. Oui, c'est vrai. Il joue bien le mec riche, tu vois. Qui en fait, il crève l'écran. En tant qu'acteur, c'est un monstre. Même on le voit jouer, etc. Et d'ailleurs, même des fois, ce qui est drôle, c'est qu'il joue bien l'acteur qui joue mal, en fait. Vraiment, c'est caricatural, etc. Mais il joue bien ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est de voir que la star de cinéma, c'est Rick Dalton. Mais la star du film, c'est un peu Cliff Booth, en fait. Du coup, le cascadeur. Ouais, bien sûr. Parce que c'est lui qui a l'action, c'est lui qui gère tout. Et ça, c'est vraiment bien fait. Et j'en reviendrai après. Je trouve que ce film a pas mal de parallèles. Ils inversent pas mal de choses, notamment ça. Celui qui crève l'écran, on va dire, c'est Cliff Booth. Alors que l'autre, dans l'histoire du film, c'est Rick Dalton, l'acteur. C'est ça. Ensuite, pareil, quand le film commence, direct, quand ils annoncent les noms, tu vois que c'est Brad Pitt qui conduit, tu vois que les noms sont inversés. Genre sur le côté de Brad Pitt, c'est pour montrer en fait que c'est les deux mêmes. Ça joue énormément sur ça et ça montre bien du coup ce que c'est en fait l'envers le cinéma. Et puis ils ont vraiment deux vies opposées. Oui. Voilà. Et dès le film, ça commence comme ça où il conduit d'abord une belle bagnole, Brad Pitt, mais en fait c'est la voiture de Rick Dalton. C'est ça. Et après il rentre avec son taco, il habite à côté d'un extracteur de pétrole. Oui, derrière un driveway. C'est ça, dans une caravane avec un chien. Enfin vraiment, c'est tout l'inverse de Rick Dalton qui habite une sublime villa en haut de Hollywood. Non, je trouve le parallèle qui est donné sur le film est pas mal parce que au final, c'est deux personnages qui se rejoignent par la pensée, mais par le vécu d'acteur. Chacun a son passage où, effectivement, il y en a un qui a mieux réussi que l'autre, mais ça les empêche pas de pas être amis. Oui, voilà, ils sont potes et ils sont vraiment bien potes, tu vois. Enfin, il y en a un, Cliff Booth, ça n'a pas l'air de le déranger Si, il aimerait bien travailler, il lui dit qu'il trouve pas de taf en tant que cascadeur. Par contre, il aime bien passer du temps avec lui, conduire sa voiture, s'occuper de sa maison. Ça le dérange pas, mais bon, il aimerait bien taffer aussi. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'introduction vraiment du personnage de Cliff Booth. C'est en fait quand il va chez lui, du coup, qui habite derrière une sorte de cinéma en plein air. Ce que j'aime bien, c'est qu'en gros, tu vois ce projecteur qui se jette sur l'écran et tu le vois lui passer derrière, tu sais, pour aller se garer chez lui. Et vraiment, ça montre un peu en gros que le fait qu'il habite carrément derrière un cinéma, c'est un peu pour montrer que ce personnage-là. En fait, c'est l'essence même du personnage de cinéma. En fait, le mec, il est intouchable, il est beau gosse. Et là, on en parlera peut-être quand on parlera de la fin du film pour aller partir spoiler. Mais en gros, c'est vraiment l'objet ultime, le personnage ultime. Et DiCaprio, lui, c'est le côté acteur vraiment qui joue bien les dialogues. Il y en a un, c'est la prestance, et l'autre plutôt c'est le jeu. Voilà, ça va se jouer sur ça. Et aussi pareil, la performance de DiCaprio, franchement, elle est sublime. Vraiment un côté, il est vraiment drôle dans le film. Moi, il me filme de rire. La scène où il s'énerve après le rôle, quand il se plante complètement là. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. Quand il rentre dans sa caravane. Qu'il est habillé en cow-boy. Ouais, qu'il est habillé en cow-boy, etc. Enfin, il a énormément de mimiques, de chialer parce qu'il se fait descendre par un producteur. Mais même c'est ça. Au départ, le film il commence. Al Pacino il arrive. Il est là en tant que réalisateur ou producteur. Ouais, un producteur, un mec du cinéma qui place un peu des gens, ou agent, je sais pas. Un mec qui est connu. Et en gros, il lui explique, il lui dit t'es terminé, toi. Ouais, t'es has-been. En gros, viens faire des western spaghetti, mais là c'est fini aujourd'hui pour toi Hollywood. Et en fait, ça commence au début, tu te dis DiCaprio, ça va être un peu le mec un peu côté. Là, pas du tout. En fait, paf, ça te tombe dans une espèce de. Enfin, tu vois une chute d'un acteur qui a été connu et toi tu vois vraiment juste sa chute. Mais c'est ça, et puis même honnêtement en voyant le film, c'est un peu un loser Rick Dalton. Ah oui. Et genre c'est un bon acteur, il est beau gosse et tout ça, mais c'est un loser. La seule qui le raisonne, c'est une petite fille dans le film, c'est ça qui est fou, c'est que il joue, c'est une petite fille montante. Et qui lui dit non, mais elle lui explique un peu la vie, ce qui est très drôle. Alors qu'elle a quoi, 8 ans? C'est ça. Et je trouve beau, tu vois, des moments comme ça où ça apaise quand même les dialogues. Et tu as raison, c'est vraiment un acteur de dialogue. Alors que
Brad Pitt, c'est plus l'acteur. C'est la prestance en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, le mélange des deux, c'est le cinéma des années 60, 70, un peu cliché américain. Là, on est un peu loin de la nouvelle vague avec des films plus psychologiques. Mais là, on est vraiment dans les films américains. Voilà, Tarantino, il a fait un film on sait qu'il adore le cinéma. Ce mec, c'est une encyclopédie vivante du cinéma. Et il a fait un film qu'il kiffait. Et d'ailleurs, il y a un petit running gag qui se passe sur les réseaux sociaux où en gros, plein de personnes disent qu'il est dégoûté d'avoir fait ce film-là comme son 9e. Genre, en gros, il aurait aimé que ce film-là soit son dernier. Parce qu'il a toujours dit qu'il allait faire 10 films. Donc là, il en a fait 9. Et il lui manque un dernier. Et voilà, la blague, c'est en gros, il est dégoûté en fait d'avoir fait celui-là en avant-dernier. Il aurait voulu faire ce film pour clore sa carrière. En vrai, tu finis sa carrière sur ça, c'est pas dégueu. À voir ce qu'il va faire sur son prochain. Tarantino, il déçoit très peu. À voir ce qu'il va faire dans son prochain film. Là, je sais qu'il a tellement aimé les personnages qu'il a continué à écrire des histoires sur Cliff Booth et Rick Dalton. Il a même écrit un livre sur Il était une fois Hollywood qui reprend l'histoire du film mais en même temps en rajoutant plus de détails dans cet univers là. Et donc du coup lui il a écrit la suite. Donc la suite devait être entre guillemets réalisée par Tarantino sauf qu'il a refusé et en fait du coup c'est David Fincher qui a repris le projet. Donc le film est scénarisé par Tarantino mais sera réalisé par Fincher et va suivre juste uniquement Brad Pitt dans le Hollywood des années 70 et ce sera produit par Netflix. Ouais, et puis donner à Fincher, je trouve que c'est une bonne idée aussi parce qu'il arrive à capter aussi. Tu vois déjà il a connu Brad Pitt avec. C'est un bon réalisateur, oui voilà. Tu vois donc déjà et puis je trouve qu'il a ce côté un peu sombre que moi j'aime bien, qu'on peut retrouver dans Seven ou autre et qui est vraiment qui est typique de lui donc en tout cas je m'attends et j'espère le voir dans un Hollywood un peu plus sombre que ce qu'on a vu là. On va voir, en vrai tu peux faire des 1000 choses avec ce personnage là parce que c'est vraiment ils peuvent aller partout, même le film des fois change un peu, le film joue un peu avec nous, avec le spectateur parce qu'en fait il y a une trame de fond sur ce film où il y a la famille Manson. Voilà, du coup parce qu'en fait ça parle de l'histoire, ça se passe en même temps que la famille Manson qui est une secte créé par Charles Manson qui est un psychopathe qui a un peu hippie, qui a fait rassembler plein de gens autour de lui pour un peu tuer des acteurs ou des personnes un peu influentes dans la société pour en gros renverser le système un petit peu, etc. Donc lui, Charles Manson n'a tué personne mais sa famille entre guillemets il les commanditait en fait. Et il y a eu notamment le meurtre de Sharon Tate qui a existé, qui était la femme de Roman Polanski à cette période. Donc nous en regardant ce film là on sait ce qui s'est passé, donc il joue un peu avec ça. Il nous titille un peu là-dessus. Même à un moment on voit cette famille Manson, on va chez eux, donc pareil il y a un peu une tension qui tend et toujours pareil, tu vois, on y va quand même avec Cliff Booth qui est joué par Brad Pitt où t'as quand même cette confiance de dire ça a l'air un peu n'importe quoi. Lui il y va, il y fonce quoi. Mais en même temps lui il s'en fout quoi. Genre vraiment il est là, il sait que c'était une ancienne ferme de son collègue. Tu vois, tu sens qu'il est habitué à l'ancien Hollywood. Et que maintenant ça a tellement évolué que il est un peu au-delà de ça. Mais c'est vrai que il connaît toujours du monde. C'est un gars, ils sont attachants les deux. Voilà, c'est ça. Et puis il a quand même là toujours cette prestance, tu vois. Il sort avec cette petite chemise hawaïenne, le t-shirt champion. Moi je sais que ça m'a beaucoup marqué, tu vois. Je me suis dit en fait il a trop la classe quoi. Le mec t-shirt à manches courtes, chemise à manches courtes jaune avec des fleurs, moi je mets ça, je passe pour un paillou quoi. Ouais, faut savoir l'apporter. Un bon boy. Et d'ailleurs par rapport à ça, donc du coup il y a nos 3 acteurs, notre tête d'affiche qui est magnifique et notamment avec le duo d'acteurs Brad Pitt et DiCaprio qui comme tu l'as dit commence va tourner un peu comme les acteurs en fin de carrière. Maintenant c'est des têtes d'affiche et c'est un peu ça devient des De Niro de nos parents quoi. Exactement. Et moi quand j'ai regardé ce film, c'est vrai que j'ai vu ce parallèle là par rapport à la famille Manson. Donc la famille Manson qui est une des hippies qui sont très jeunes, et quand on regarde au casting de la famille Manson, alors avec le recul c'est encore plus flagrant, mais en gros dedans on a Margaret Qualley qui a joué dans The Substance, qui a été nominée aux Oscars. Il y a Austin Butler que j'aime beaucoup aussi, qui a été lui aussi nominé aux Oscars. Tu as aussi dedans Dakota Fanning, tu as Sydney Sweeney.
La fameuse. La grande Sydney Sweeney. Ton ex, non, aussi? Non, on s'est parlé. Malheureusement, je pouvais pas aller souvent à Hollywood parce qu'il n'y a pas trop de vols depuis Montpellier. Ah donc, oui, c'est vrai que t'as été bloqué à cause de ça. J'en ai eu un peu marre. Et en plus, avec Margot Robbie, il y avait 2-3 un peu jalousie, donc j'ai arrêté. Il y a Mickey Madison aussi dedans, qui elle a eu un Oscar. De Anora. Anora. Il y a Maya Hawke, qui est la fille de Ethan Hawke et Uma Thurman. Et t'as aussi Victoria Pedretti qui a joué dans You, je sais pas, la série Netflix aussi, voilà. Donc t'as des acteurs qu'on va voir peut-être très souvent dans des prochaines décennies qui arrivent, notamment que ce soit Austin Butler, Sydney Sweeney, Margaret Qualley ou Mickey Madison. Eux, on va les voir déjà, ils ont quasiment un film par an. Oui, mais et puis qu'on connaissait pas. Alors, je sais pas si Sydney Sweeney, elle avait déjà sorti le. Elle devait faire Euphoria. Elle était déjà dans Euphoria. Mais tu vois, il y en avait vachement où on connaissait pas encore. Alors, en tant que cinéphile, jeune cinéphile que je suis, je connaissais pas vraiment ces noms-là. Et c'est vrai que, en fait, quand tu regardes sur les 10 dernières années, ils ont tous explosé, quoi. Vraiment. C'est ça. Et en plus, juste, alors moi, ma petite théorie, c'était en gros. C'était que la directrice de casting a fait un travail monstre dessus pour prendre des acteurs vraiment ils ont tous d'avoir autant d'acteurs qui ont pété, c'est énorme, mais c'est surtout le fait que en regardant ce film là pour rentrer un peu dans le détail, on va avoir des petits clashs entre Brad Pitt et DiCaprio et la famille Manson. Ils vont se croiser et il va y avoir des frictions. D'accord. Et en gros, moi je l'ai interprété en fait t'as les deux top acteurs de maintenant, DiCaprio, Brad Pitt, qui sont du coup les top acteurs des années 60, qui vont un peu tabasser, on va dire, la nouvelle génération. Ouais. Moi, je l'ai senti un peu comme ça, où en gros, tu as la nouvelle génération qui se fait un peu fracasser par l'ancienne, parce qu'en gros, l'ancienne, c'est les boss, c'est les plus beaux, c'est les plus forts. Ouais. On peut interpréter comme on veut, moi je l'interprétais un peu comme ça, pas forcément dans un côté un peu réactionnaire, parce que je pense pas que Tarantino... après, Tarantino adore cette époque d'avant. Il est énormément calé sur les films, il regarde de tout. Ouais. Mais moi, je l'ai vu comme ça un peu. Genre, en gros, l'ancienne génération, ok les gars, n'oubliez pas qui on est. Et notamment, la famille Manson serait la nouvelle génération, du coup, de hippies un peu en marge de la société, etc., de vouloir faire changer les codes. Ouais. Mais il y a les anciens qui sont là depuis quelques temps, qui vont mettre 2-3 droites au nouveau. Tu vois, oui, qui vont rester quand même sur des appuis. Voilà, je trouvais qu'il y avait ce petit truc-là, je sais pas ce que t'en penses toi. Moi, je l'ai vu un peu comme ça, dans ce côté-là, où il y a pas mal de parallèles qui sont faits dans le film par rapport aux acteurs, aux personnages. Et voilà, tu vois, il y a aussi 2-3 clashs avec Bruce Lee. Brad Pitt se fout sur la gueule avec Bruce Lee dans le film. Ce qui d'ailleurs n'a pas plu à la famille. Ils ont pas trop kiffé. En soi, pour moi, c'est Tarantino qui rend un petit hommage. Après, c'est vrai qu'il se fait un peu lyncher dedans. Ouais, après je pense que il a dû y avoir des échos, et puis c'est vrai que c'est une année, un moment de vie qu'apprécie Tarantino, ces années d'Hollywood justement. Oui, pour moi ça c'est. Je pense regrette de ne pas avoir vécu, tu vois, parce que je crois qu'il était en Amérique, mais je sais pas où exactement. Je crois qu'il était pas loin d'Hollywood. En gros, il était un peu dans cette vibe, tu vois, de. Qui ça Tarantino. Ah oui. Tu vois, d'aller voir les films justement. Il a trop. En fait, lui, il kiffait les films. Je crois que c'est son beau-père qui l'a foutu un peu dans le cinéma. Ouais. Et Nécreux le beau-père quand même. Ouais. Nécreux le beau-père. Il a foutu un peu dans le cinéma. Il a commencé à kiffer et il regardait énormément de western. D'accord. Voilà, donc même il était toujours Hollywood, un peu une vibe de western carrément. Ah là c'était que ça. On le voit avec Rick Dalton. Hein, voilà. Que ça. C'est un western, et même ça se passe pas forcément à l'époque du Far West, mais c'est un peu interprété comme un western ce film-là. Oui. Et en gros, il a commencé à aimer le cinéma, et après. Là où ça a vraiment développé sa culture, c'est qu'il a commencé à travailler dans un... Il y a deux jobs qu'il a marqué. Il a été projectionniste dans un cinéma X. D'accord. Donc ça l'a un peu marqué par rapport au cadrage, etc. Parce que ça l'a inspiré, il n'a pas honte de le dire. Et aussi, il a travaillé dans un vidéoclub. Et c'est de là qu'il a parfait un peu son univers cinématographique, où maintenant encore il a des milliers et des milliers de DVD chez lui. Il regarde énormément de films, il en parle tout le temps, même il s'en vante un peu en disant que c'est entre guillemets l'homme avec le plus de savoir sur le cinéma au monde. Voilà. Bon, il se chauffe un peu peut-être, mais en tout cas voilà, c'est là-dedans qu'il s'est vraiment fait les armes, et après du coup a commencé à écrire des films avec notamment son ami Roger Avary, qu'ils ont commencé à écrire. Ils ont fait un film, je crois c'est My Best Friend Birthday, et juste après du coup ils ont écrit ensemble je crois Pulp Fiction.
D'accord. Parce que je crois pas qu'il était sur Reservoir Dogs aussi. En gros, ils ont commencé à écrire ensemble et après ils ont commencé à réaliser des films. Ok. Voilà. Et là, je viens de voir, du coup, quand même, il faut rendre un hommage à cette femme qui nous a fait découvrir tous ces gens, tous ces jeunes aussi fabuleux. Oui. C'est Victoria Thomas. Ok, d'accord, oui. Voilà, je viens de fact-checker. Tu viens de fact-checker. Je viens de fact-checker Victoria Thomas. Merci beaucoup pour les travaux parce que là, vraiment, je pense que trouver autant de pépites sur un film. À mon avis, je pense que les directives devaient être de choisir des acteurs pas trop connus, mais qui étaient peut-être commencés à être placés dans 2-3 films. Oui. Parce que je pense que déjà à cette période, Austin Butler devait avoir des touches pour peut-être jouer Elvis. Ouais. Et il doit avoir 2-3 trucs parce que les films se font sur des années. Donc des fois, un film qui sort maintenant a été tourné peut-être il y a 4 ans en arrière. Ou il y a 2 ans, ça dépend comment c'est fait. Je pense qu'à mon avis, la directive devait sûrement être de trouver des acteurs un peu qui commencent à avoir un petit truc, qui peut-être commencent à être à fort potentiel. Ouais, mais ce qui est fou, c'est quand même dedans. Mais elle a dû viser juste, je pense. C'est ça, c'est qu'à chaque fois de la cible, tu mets tout sur le 10, quoi. Moi, tu vois, t'es à chaque fois au milieu. Bah là, pour le coup, en plus, ce qui est fou, c'est qu'on a commencé à en parler quand Austin Butler a eu sa nomination. Et puis d'année en année, ça s'améliore. Bah ouais. Là, cette année, on peut dire carrément Mickey Madison était dedans. Margaret Qualley, elle a fait The Substance. Enfin, je veux dire, c'est fou. Sidney Sweeney en gamme. Sidney Sweeney, là, oui, elle devient de plus en plus puissante dans le truc. Enfin, même Dakota Fanning, bon, ça, c'est plus, je crois, c'est sa sœur, Elle Fanning, qui joue dans Complete Unknown. Mais Dakota Fanning aussi est hyper bankable. Enfin, je veux dire, oui. Comment s'appelle Thomas Sophie Thomas, c'est ça? Je vais te le dire. Ouais, cette Victoria Thomas, cette directrice de casting, franchement, honnêtement, chapeau à elle, parce que honnêtement, elle a trouvé que des bangers. Bah ouais, là, c'est compliqué de. Franchement, ouais, c'est que je me dis, c'est tellement compliqué de trouver mieux dans un. Et je crois qu'il y a peut-être. Enfin, j'ai en tête en tout cas aucun de film avec autant de jeunes pépites qui ont explosé après. Par rapport au film. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que par rapport au film, ça n'a pas explosé non plus. Non, c'est pas par rapport au film qu'ils ont explosé. C'est vraiment par rapport à eux, leur jeu, autre que. C'est pour ça que je trouvais cette analyse un peu. Parce que je me suis dit que vraiment, ça vieillit bien en fait. Oui. C'est vraiment ce côté où tu as les deux acteurs, bon, c'est pas la fin de carrière de DiCaprio ni de Brad Pitt, mais c'est deux acteurs qui sont au top, même presque à l'apogée du truc, qui vont commencer à couler, qui vont un peu se battre contre la nouvelle génération. Et c'est ça que j'aimais bien en fait, et je me trouvais que ça vieillissait super bien. Et là, tu me disais, tu savais pas s'il y avait d'autres films qui pouvaient se target ça. Ouais. Alors de films, je connais pas. Par contre, je connais une série qui a été créée, je crois, par. Non, mais c'est pas un film. Non, c'est pas un film, mais c'est une série qui s'appelle Freak and Geeks, qui a notamment révélé Linda Cardellini, James Franco, Seth Rogen, Jason Segel. Voilà. Donc ça fait quand même ces 3-4 personnes assez connues. Bon, plutôt dans les années 90-2000, on fait énormément de films. Là maintenant, il y en a certains qui ont pas forcément suivi la cadence, mais il y a quand même 4 acteurs comme ça de ce standing dans une série qui a fait d'ailleurs une seule saison parce que il y avait pas l'audimat n'était pas au rendez-vous. Ouais. Par contre, maintenant elle est considérée comme culte parce qu'il y a ce côté un petit peu où tu vois des pépites, tu vois dedans, et l'univers était peut-être trop en avance sur son temps par rapport à ça. Et même je viens de repenser aussi avec Justin Timberlake, tu vois, qui ont commencé dans Disney. Oui, Disney. Channel, non, oui, c'est ça. Ouais, Disney. Oui, il y a Justin Timberlake, Jenna Ortega, Ryan Gosling. Ouais, voilà, tu vois, c'est quand même. Oui. C'est vrai qu'on y pense. Zendaya, tout ça. Ouais, mais là, quand tu regardes dans un film. Dans un seul même film, oui. Mais qui n'ont pas explosé dans le film et qui ont explosé en dehors. Après, je pense que le film a vachement aidé. Oui. Et puis, c'est vrai que quand on te propose un troisième, voire quatrième rôle. Tu vois, par exemple, une Sidney Sweeney, oui. Elle a un rôle, c'est le 5e rôle, tu vois. Bah, je crois qu'elle a qu'une phrase dans le film. Hein. Bah, quand elle est dans la maison. Oui, quand elle parle, parce qu'elle parle aussi d'un moment, tu sais, quand ils sont dans les poubelles, au tout début. Ah oui, peut-être, ouais. Tu vois, enfin bref, elle n'a pas un rôle de fou. Elle doit avoir trois phrases dans le film. C'est ça, mais je pense que quand Tarantino vient te voir, elle te dit, bon, moi je suis intéressé par ça, oui. tu vas être là, et puis... quand même, tu vas jouer avec Brad Pitt, enfin tu vois, il y a quand même un jeu d'acteur. Donc non, je pense que c'est un super tremplin. Et
là, je vois pas d'erreur dans le casting qui a été fait en tout cas. Oui, et après, ouais, voilà, moi ce que j'ai adoré aussi dans le film, c'est ce côté-là où ça tend un peu avec la tension, voilà, de la famille Manson. Et du coup, là, bon, on va passer en partie un peu spoil, on va pas spoiler là. Donc s'il y en a qui veulent, vous pouvez avancer jusqu'à l'autre film. Mais en gros, ouais, c'est ce côté-là où quand j'avais regardé le film pour la première fois, il y avait ce truc où je me suis dit, putain, mais il tend. En plus, il joue bien avec la tension tout le long, notamment quand il va dans le ranch, où il y a ce côté un peu... Brad Pitt, lui, il se sent un peu puissant, mais il y a quand même ce côté de tension, il n'y a pas de musique, c'est calme, ça joue un peu sur les actrices, etc. Donc on se dit, putain, mais il va se faire tuer là, et on ne sait pas ce qui va se passer. Au final, non. Et en fait, tout est construit pour arriver vraiment à la scène de fin, où quand on arrive à la scène de fin, je me suis dit, putain, ça peut pas être un Tarantino. Enfin, je me suis dit, ça va être un Tarantino sans grosse scène d'action, sans truc. Sans sang. Et en fait, tu vois que le truc, ça switch avec la musique, et là, à la fin, ça explose tout. Et là, t'as du Tarantino, t'as de la musique, t'as de l'action, t'as du gore, et t'as de l'humour un peu trashouille. Et là, tu vois du Tarantino tout plein, quoi. Et moi, je préfère le voir ça par parcimonie. Bien sûr. Non, et puis on a eu la chance de le voir au cinéma aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui, au cinéma, tu vois, c'est vraiment le waouh, tu vois, que t'attends sur un Tarantino. Sur les anciens, je sais que j'ai beaucoup le regardé, mais à la télé, ça n'a jamais été au cinéma. Et là, tu vois, d'avoir la chance de voir un Tarantino au cinéma, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un moment. Et tu vois, t'es captivé pendant quand même 2h30. Oui. Ce qui est compliqué avec un film, tu vois. Enfin, vraiment, là, l'histoire s'arrête pas juste à Rick Dalton. Oui. Elle part vraiment très loin. Tu vas dans les fêtes que faisait Playboy. Enfin, tu sais, vraiment, t'as plein d'autres guest acteurs qui arrivent. Non, je trouve que le Hollywood d'avant est bien représenté. Oui. Et j'aime bien des fois le comparer des fois à Babylone aussi, en disant, en fait, c'est vraiment deux Hollywood de deux façons différentes, deux époques différentes, mais qui, je trouve, se retrouvent bien dans la vérité de le faire, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est deux films qui un peu parlent de l'amour du cinéma, de la manière de faire les films. Tarantino, lui, c'est le côté des personnages. Babylone de Damien Chazelle, c'est plutôt dans l'aspect un peu artistique et plutôt la beauté du cinéma. Chez Damien Chazelle, notamment chez Babylone, alors que chez Tarantino c'est plutôt l'acteur, c'est plutôt les clichés, les séries B, les vieux films, c'est ça, c'est là-dedans qu'ils se retrouvent. On reste à Hollywood, on reste à Los Angeles, mais on va avancer de quelques années. Ce film, Clément, oui, je vais te le dire, c'est Drive de Nicolas Winding Refn. Part maintenant sur un cascadeur d'Hollywood. Il travaille la nuit comme chauffeur pour des braqueurs. Et il y a un moment, il voit sa voisine en détresse et il décide de l'aider alors que son mari, lui, sort de mauvais pas, de prison. Et en fait, il plonge vraiment dans une... Enfin, le film plonge dans une spirale de violence que moi j'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est un film que j'ai vu les mardis soirs chez mes grands-parents. Okay. L'habitude, tu sais, tous les mardis soirs d'aller chez les grands-parents. Chez papy mamie, ouais. Exactement. Et du coup, souvent avec Canal+, tu sais, ils avaient le film du mardi soir, tout ça. Ouais. Et je l'ai vu d'abord là-bas, ça m'a pas trop captivé. Ouais. Et j'ai eu la chance, et on a eu de le voir ensemble au Pathé Gaumont Comédie à Montpellier. À Montpellier, ouais. En 2022. En fait, il ressortait des anciens films et Drive tombait là. En plus, sur la plus grande salle qu'ils aient. Oui, c'est vrai que c'était un Saint-Lune, ouais, c'était sympa ça. Et vraiment, j'ai eu l'impression que c'était la première fois que je le voyais, ce film, tu sais. Le son, c'était autre chose. L'image était vraiment différente. Tu vois, je trouvais que l'ambiance était vraiment, tu sais, très noire, très... comment dire, un peu anxiogène. Tu vois, à chaque fois, tu as peur qu'il lui arrive quelque chose dessus. Alors, j'ai pas bien sûr dit, mais il y a quand même, on a quand même Ryan Gosling en tant que c'est le driver. Oui. Pas vraiment. Ouais, c'est vrai, il donne pas le nom. Dessus. Après, sa voisine de palier, avec qui il va y avoir une petite romance, c'est Carey Mulligan. Qui a notamment fait Gatsby, elle a joué dans Gatsby. Ouais, effectivement. Et après, on a quand même des beaux acteurs. On a Bryan Cranston. Oui.
tu vois, dessus. On a Oscar Isaac qui joue aussi dans Dune. Oui, c'est vrai qu'il joue le père. Ouais. On a Christina Hendricks que moi je connaissais aussi d'une série. C'était quoi? C'était Mad Men? Non? Une série qu'ils ont. Non, c'est une série avec 3 mamans en gros qui dit de la drogue. Ah, Good Girl. Ouais, voilà. Je crois que c'est ça. Dessus, et après. Il y a Ron Perlman aussi. Ron Perlman, ouais, c'est ça. C'est Hellboy. Vraiment, ouais, et puis là, il a une gueule, lui, tu vois, la gueule du cinéma, que moi j'aime beaucoup. Donc, non, franchement, il y a un beau casting. Oui. Un casting qui est. Pareil, Oscar Isaac n'est même pas crédité au début, c'est le début de sa carrière, il avait pas fait énormément de films à cette période. Ouais, c'est vrai. J'ai remarqué ça la dernière fois quand je l'ai regardé pour le film, et c'est vrai qu'ils le mettent pas dedans, dans le générique de début. Ah ouais? Il est pas crédité, non. Mais après, ça reste des. T'as pas de premier rôle dans le sens où effectivement t'as Ryan Gosling qui fait partie, mais t'as quand même plusieurs petites histoires, petites embrouilles. C'est vraiment le Hollywood que les gens, que t'as pas envie de voir. Oui. Tu vois ouais, c'est la mafia un peu. Ouais, c'est ça, c'est la mafia, les dessous, ce qui peut se passer. Tu vois, casser la gueule à quelqu'un, est-ce que ça peut en venir jusque là, tu vois. Et puis à la fin, il y a un petit plot twist qui est sympa aussi à voir. Je veux pas spoiler ce film-là pour une fois, ce qui est bizarre, mais parce que c'est un film qui me tient à cœur que vous puissiez, si vous l'avez pas vu, regarder, parce que vraiment, je trouve que musicalement et au niveau de l'image, tout est super. Alors effectivement, c'est vrai que une fois que tu l'as vu une fois, après tu connais la fin, tu connais un peu l'histoire, voilà, c'est assez redondant. Mais pour moi, c'est pas un film qui est très long. Je crois qu'on est à 1h30 de film. Ouais, 1h30, j'aurais dit plus en fait. On est vraiment sur un film alors qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin aussi, hein, parce que 1h30 ça suffit largement. Mais voilà, t'as une violence aussi qui est montrée hors. Tu vois, par exemple, toi tu parlais de Tarantino. Là, c'est une violence qui je trouve assez discrète, qui est pas trop montrée à l'image. Tu entends beaucoup les bruits, tu vois, le tir d'une balle, ouais. Quand il demande à Ryan Gosling qui fracasse quelqu'un, tu entends juste les poings qui tapent. C'est vraiment des images qui sont bien choisies, des plans qui sont choisis où tu vois juste beaucoup de sang. Tu vois, c'est pas. C'est pas très gore non plus. C'est pas démonstratif. Comment dire? Oui, c'est ça. Oui, c'est quand même. Mais tu vois la violence. Il y a un petit headshot à un moment. Oui, quand même. Il y a un petit headshot. Ouais, et puis il y a quand même un mec qui fout un couteau dans l'œil d'un autre gars. Oui. On en parlera après, mais. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette violence d'Hollywood qu'on n'a pas l'habitude de voir nous au cinéma, et là qui est bien représentée par justement le scénariste. Je te laisse dire son nom de famille. Oshaim Amini. Non, parlons pas le scénariste du réalisateur. Ah, le réalisateur, Nicolas Winding Refn. Voilà, qui est bien représenté dessus. Et je me suis promené un peu moi dans sa filmographie. Oui. Et en fait, j'ai commencé à regarder Pusher. D'ailleurs, tu l'as regardé sur quoi? Parce que moi, j'étais intéressé de le voir. Loué. Tu l'as loué sur quoi? Je l'ai loué. Sur Canal+? Prime Video? Non, sur Apple TV. Apple TV, d'accord. Alors, j'ai fait la connerie de le louer. Ouais. De regarder le début. Et du coup là, j'ai loué vendredi. Location, c'est fini. Bah c'est fini samedi. D'accord. Voilà, okay. J'ai pas eu le temps de un peu dégoûter. Oui. Mais il faut que je regarde. Peut-être il doit être dispo, tu vois, sur un truc comme MyCanal bientôt. D'accord. Mais voilà, donc j'ai commencé à regarder. Et en fait, c'est la même ambiance. Okay. C'est vraiment de la mafia, un mec qui essaye de faire tapis sur un dernier braquage. Le braquage se passe mal. Et bon, après, c'est un film qui a bien marché quand même. Alors, j'ai pas regardé au box-office tout ça, mais il en a fait quand même 2 ensuite. Je crois qu'il y a un côté culte, je crois, un peu sur ces films-là. D'accord. C'est pas, ça va pas être Les Affranchis ou quoi, mais il y a un petit côté, j'en ai déjà entendu parler. D'accord. Il y a d'ailleurs la Mads Mikkelsen, je crois que c'est un de ses premiers rôles dedans. Il y a un côté un peu culte sur ces films-là, il y a une petite notoriété. Et notamment après il a pu faire Drive aussi après, le réalisateur. Ouais. Donc c'est pour ça, tu vois, il y a vraiment la même patte qu'on retrouve, tu sais, chez lui. Oui, il aime bien la violence. Lui il recherche la violence. Ouais, mais c'est vraiment c'est une violence qui, aux yeux, elle est impressionnante, tu sais. C'est pas une violence à la Tarantino où c'est presque. Bah c'est fun Tarantino. Voilà, Tarantino c'est presque drôle, quoi, tu vois. Oui. Il y a des moments dans Once Upon a Time où t'as un peu envie de rigoler quand même. Oui, bah la scène de fin, quand la première fois que je l'ai vu, je rigolais tout le long, mais j'étais content de voir ça. Ouais, c'est des spectacles en fait. Exactement, c'est un spectacle, alors que là sur Drive et sur Pusher,
de ce que j'ai vu, c'est assez glaçant, quoi. Oui. T'as pas envie d'être dans la même pièce, tu vois, tu sais pas trop où te mettre en fait dans le film. Et c'est ce que je trouve magistral dans le fait de faire un film, c'est justement de te procurer autant de sensations avec juste des images et puis du son, quoi. Bah, le réalisateur là, il a fait Only God Forgives. Celui-là je l'ai pas vu, il est avec Ryan Gosling aussi. Okay. Et visuellement il a l'air très intéressant, pas mal de néons un peu, ça, je sais pas trop de quoi ça parle. Par contre il y a un film que j'ai vu de ce réalisateur, c'est Bronson. Je sais pas si tu connais. Non. C'est avec Tom Hardy. En fait, Bronson, c'est Charles Bronson. C'est pas son vrai nom, c'est le surnom que c'est donné. C'est auto-proclamé un prisonnier anglais. En gros, c'est considéré comme le prisonnier anglais le plus dangereux de l'histoire. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, en gros, ce mec-là, il voulait être connu. Donc, il a pris le nom d'un acteur, Charles Bronson. Ouais. Et en gros, il est parti en prison pour avoir volé, je crois, 10 pounds, etc. Sauf qu'il a attendu que la police vienne le chercher pour aller en prison. Okay. Et en fait, ce mec, c'était une force de la nature. Genre, c'était un monstre, un Golgoth. Ouais. Et en fait, dans toutes les prisons où il allait, son kiff, c'était de se fracasser avec les gardes. D'accord. Donc, le film montre cette histoire de ce mec gaillard qui faisait des combats à main nue. Et en gros, tu vois toute sa vie pendant son incarcération. Et du coup, il a réalisé ce film qui est d'ailleurs très bien. J'avais beaucoup aimé, je l'ai beaucoup regardé quand j'étais plus jeune. Je l'ai vu il y a très longtemps. Ah ouais. Ah oui, je l'avais vu il y a très longtemps, j'aimais beaucoup le regarder. Et notamment, il y a Tom Hardy dedans qui est massif et hyper impressionnant. Genre, il est chauve, il a une moustache et vraiment, il se fout sur la gueule avec les gardes. Et moi, ce qui m'avait marqué dans le film Bronson, c'est qu'en gros, il avait une technique où en gros, le prisonnier se mettait tout nu, s'enduisait de savon. D'accord. Et en gros, il y a des scènes où tu vois Tom Hardy plein de muscles, nu face à une horde de policiers prêts à se foutre sur la gueule pour pouvoir voilà. Et donc du coup il a aussi notamment brûlé énormément de prisons. Il a réussi à s'échapper de prison, de tout cramer, il a pris en otage déjà des prisons, etc. Ce mec, c'est un ravagé. Et en fait, il a écrit un livre d'ailleurs, ce prisonnier. Alors ravagé, s'il est toujours en vie, pas trop ravagé non plus. Non, il est toujours en vie, il s'est marié, mais je crois qu'il est décédé, mais très récemment. Il faudra que je regarde. Mais en gros, il passe sa vie en prison. Il a passé sa vie en prison. Ouais, il kiffe ça, quoi. Et il a écrit un livre notamment qui s'appelle, je crois, Manuel ou guide de musculation en espace réduit. Parce que ce mec, du coup, s'avoinait à coup de 3600 pompes par jour. Ok. Voilà, donc et tu le vois sur quelques photos, il fait pas rire c'est un beau bonhomme. Il est énorme, ouais. Donc du coup, voilà. Mais sur ça, moi j'ai une petite question à te poser, Clément. Pour toi, comment tu interprètes le personnage que joue Ryan Gosling ? Tu sais, dans ce film-là. Ouais. Pour moi, c'est comment dire, c'est un peu spécial parce qu'en fait, il a pas beaucoup d'expression. Ouais. Il est vraiment ce qui est bien, c'est qu'il laisse un peu planer le doute sur d'où il vient. J'aurais aimé qu'il donne 2-3 petits trucs, un peu 2-3 indices pour essayer d'interpréter un peu mieux, mais il n'y a rien qui est dit, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas d'où il vient, et il est fort dans tout. Donc il y a ce côté un peu mystérieux, mais qu'est-ce que je veux dire dans comment j'interprète, dans quel sens ensemble en tant que personnage. Ouais, en tant que personnage, comment tu le situes toi dans l'histoire ? Est-ce que c'est vraiment est-ce que tu penses que c'est un gentil, enfin tu vois, ce truc de gentil méchant, quoi. Ah ouais, un anti-héros ou un héros. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté où il fracasse des crânes, et 2-3 fois tu vois qu'il est un peu vénère. J'aurais tendance à dire anti-héros plutôt, ou plutôt, enfin après ça reste quand même la figure, enfin je veux dire le fait qu'il aide la famille, etc. Il a un côté un peu héroïque, donc de dire que c'est pas un vrai héros, je pense pas, tu vois. Je pense que c'est juste un mec hyper violent qui a dû avoir un passif un peu pas très sympa. Mais oui, voilà, je le vois comme ça. Et toi, tu le vois comment, tu vois ? Moi je le vois vraiment, enfin pour moi déjà c'est culte parce que déjà j'adore la façon dont il conduit, tu sais, ouais, c'est vrai que la scène d'ouverture est incroyable. L'action elle est impressionnante, et puis toujours tu sais, ce blouson avec le scorpion derrière, quand il met les gants. Combien de mecs ont mis les gants alors qu'ils étaient dans une 208 tu vois, à 82 chevaux. Tu cibles qui ? Moi. Non mais bon, tu vois, il y a quand même un contexte qui est mis. Alors effectivement,
pour moi, je pense que ça reste un héros dans ce ce film-là. Ça reste quand même un héros, ouais. C'est ça, en fait, c'est compliqué parce que il n'a pas une vie facile non plus, tu vois. Il faut remettre ça aussi dans ce côté-là, et je pense que pour moi, ça reste un héros, même si effectivement, c'est pas Jésus, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et après, pour moi, un vrai personnage où c'est pas du tout un héros, mais on le suit c'est plutôt le film qu'on a parlé tout à l'heure, c'est It était une fois Hollywood, notamment Cliff Booth. Ouais. C'est quand même sous-entendu que le mec a peut-être tué sa femme. Et dans le livre, c'est encore plus explicite. C'est vraiment un salaud. Donc là, vraiment, on suit vraiment pas un gentil. Ouais. Qui reste quand même quelqu'un d'attachant qu'on peut suivre, mais c'est pas un gentil du tout. Alors que là, quand même, pour moi, Ryan Gosling, c'est un gentil. Tu vois, oui, je pense que dans le fond, il est juste là pour gagner son pognon et puis il veut pas s'emmerder. C'est ça, voilà. Sur ça. Donc voilà, mon petit Clément. On va passer à la reco culturelle. Ouais, l'instant campote, ouais. Attends, avant les notes. Avant les notes, effectivement. Oui. Je vais plus vite que la musique. Je suis désolé. Non, mais pas de soucis. Non, mais une fois, pas deux. Pardon. Voilà, allez, je te laisse mettre la note. Écoute. Ta note compote pour Drive. Moi, ma note compote pour Drive, ce sera une Golden Compote. Ou la Golden. La Golden. Voilà. Ça fait quelques temps que. Toi, tu l'as pas. Moi, je l'ai donné 2 fois déjà. Ouais, je l'ai donné une ou 2 fois, je crois. Une fois. Je sais plus pourquoi tu avais donné ça. Pour La La Land, non? Peut-être, oui, sûrement. Pour La La Land. Enfin, je l'en avais donné, je crois, une fois, et puis après, je m'étais abstenu un peu. Je me suis dit, oui, t'es resté un peu en retrait. T'as pas osé. Et est-ce que là, tu veux pas te déclarer ton amour pour Ryan Gosling parce que vraiment. Alors là, effectivement, il y a ça qui se rajoute, mais pour moi, c'est un film qui m'a impressionné de A à Z, quoi. Il y a vraiment pas eu. Alors, il y a quelques longueurs dans le film, mais j'ai trouvé que chaque acteur a son rôle à jouer, et le côté aussi cinématique, musique, va très bien ensemble. Oui, ça joue bien, oui. C'est vrai, la bande son du film. Après de la reco, que j'ai marqué reco culturelle, c'est vraiment pour moi, cette chanson là, elle représente le film. Oui. Et je pense qu'aux yeux de beaucoup de monde, ça représente ce film là, donc c'est vrai que voilà, il y a l'univers synthé un peu, notamment, et la musique quand ils vont rouler, tu sais, dans l'espèce de sorte de canalisation à Los Angeles, là. Cette musique aussi, elle est incroyable. Moi aussi, je l'ai saigné, la bande son de Drive, franchement, c'est ouais. Donc voilà, moi sur ça, une Golden Compote, parce Golden. que voilà, ça m'a beaucoup plu, et puis je pense que c'est un film qui est maîtrisé du début jusqu'à la fin. Du bout au bout, quoi. Ok. Et toi, mon cher Clément? Moi, de mon côté, la note sur 10, après l'avoir revu, j'ai vraiment pris mon pied, j'ai bien aimé les acteurs, franchement, rien à dire. Tu prends ton pied par rapport à Tarantino, ou fais gaffe à Théo parce qu'il entend, et il pourrait venir. Qui? Cutie? Tarantino. Ah ouais? Non, mais oui, j'ai pris mon petit pied là. Mais j'aurais dit aller 7 sur 10. 7 sur 10? 7 sur 10, ouais, parce que franchement, c'est un film d'acteur. Je me suis régalé. Et voilà, il n'y a rien de plus à dire. Franchement, très très bon film. Pour moi, c'est son meilleur Tarantino. J'aime beaucoup. Ok, écoute, sublime. Et maintenant, alors maintenant, on passe à l'instant compote? On passe à l'instant compote, exactement. Instant compote. Dessus. Tu pars sur quoi? On reste dans le thème. Vas-y Pierre. Voilà, on reste dans le thème. Je vais prendre cette musique Night Call de Kavinsky. Mais moi, cette fois-ci, je vais prendre la dernière collaboration qu'il a faite. D'accord. Avec Angèle et Phoenix. En fait, qui redonne, je trouve, un boost à la musique et en même temps au film aussi. Tu vois, t'as envie de revoir le film. Oui. Parce que, Angèle. Je trouve que Angèle, ça marche super bien en fait. Elle est vraiment. Sa voix, elle est exceptionnelle en rentrant. Et puis, je pense que Kavinsky est quand même très fort. Oui. Ouais, franchement. Ce modèle-là, il connaît très bien. C'est vraiment son style de musique. Voilà, je pense que c'est compliqué de faire mieux comme reboot, tu vois, de musique. Franchement, je trouve que le son c'est une reprise, mais franchement, il apporte quelque chose de nouveau. On peut écouter les deux un peu dissociés. Franchement, je trouve ça super bien. Et c'est cette musique aussi, je l'ai poncée quand j'étais plus jeune. Ouais. J'avais regardé Drive, je l'avais regardé je sais pas combien de fois quand j'étais plus petit parce que je trouvais qu'Ryan Gosling était classe de fou. Ouais, il était la classe, quoi. Et j'écoutais, j'avais pas le permis, j'avais 15 ans.
et je mettais mes petits écouteurs et j'étais dans le bus et j'écoutais Nightcall et je me sentais comme le driver, tu vois. Ah bah là vraiment, moi je sais que j'ai eu des moments où je me disais quand je vois le permis, mais attention, je vais m'acheter des gants, mais ça va être incroyable. Et pas du tout, pas du tout. Vraiment, j'étais en espadrille. Donc, oui, non, après, je pense que Ryan Gosling pourrait mettre des espadrilles. Je pense que, alors, c'est un débat parallèle. On vous fera une story pour savoir si Ryan Gosling ou pas peut. Moi je pense qu'il peut mettre des espadrilles. On identifiera Payot aussi pour voir avec eux s'ils veulent faire une collab Ryan Gosling, Payot. Pote à la compote. Ouais, voilà, des petites compotes sur les espadrilles. Avec la tête de Ryan Gosling. Nickel. avec plaisir. Et toi, du coup, Clément, ta petite roco culturelle? Marocco, la dernière fois, j'avais un peu de mal. Je réfléchissais sur quelle musique. Et en fait, j'ai été trop con parce que là, il y a une musique que je saigne en ce moment. C'est Under Pressure de Queen avec featuring David Bowie. Toi, t'es un grand amoureux du britannique. Ouais, mais le truc, c'est que là, j'ai re-regardé After Sun la dernière fois. D'accord. Et à la fin du film, sans trop spoiler, il y a cette musique qui part là, avec une scène de danse qui est vraiment le climax du film où là, tout se passe, tout ce qu'on a vu est repris dans cette scène-là. Il explique un peu tout. Et il y a cette musique-là. Okay. Et je suis retombé dedans. Et la musique, je la saigne. Je l'écoute une fois par jour. Ah, quand même. Je me tue à ça, franchement. En plus, t'as Queen et David Bowie. Oui, c'est franchement, vrai que, pareil, avec des paroles engagées par rapport à la pression qu'on met sur les personnes qui sont dans la rue, etc. Vraiment un message fort qui marche bien avec le film After Sun. Et donc, je vais pas partir sur un autre épisode d'After Sun, mais c'est Under Pressure. Under Pressure, franchement, j'ai kiffé. Donc voilà, c'est ma reco culturelle de ce moment. Et là, du coup, on va faire venir l'invité. Exactement, pour finir cette reco culturelle. Bonjour. Le lyonnais des plus lyonnais. Bonjour. Du coup, moi, ma reco culturelle, j'ai décidé de parler de Ryan Cherki, le jeune crack lyonnais qui vient de signer à Manchester City après une saison des plus impressionnantes en Ligue 1, en Europa League et même en demi-finale de Ligue des Nations avec l'équipe de France. C'est vrai. Alors, j'ai essayé de le choisir parce que bien sûr, c'est le joueur star de l'OL cette saison. Il a été sacré meilleur dribbleur de Ligue 1 cette année. Un nouveau trophée qui a été créé spécialement cette année, dont il est le premier à recevoir. Okay. Il est aussi le seul joueur de champ de la meilleure équipe de Ligue 1 cette année. Tous les autres joueurs sont des joueurs du PSG, sauf Lucas Chevalier, le gardien, mais c'est pas un joueur de champ du coup. En Europa League, l'OL n'a pas fait la saison que l'on pouvait espérer avec une cruelle élimination en quart de finale, même s'il marque, il réalise un match incroyable. D'ailleurs, sa sortie est une des raisons de cette défaite. Et en Ligue 1, meilleur passeur et un des meilleurs buteurs aussi de ce championnat. Et pour sa première sélection en équipe A, en équipe de France A, il réussit un but, une passe décisive et une passe clé contre l'Espagne. Un but magnifique et de très belles passes, et contre l'Allemagne, moins de statistiques, mais un très beau match aussi. Belle lettre d'amour à Ryan Cherki. Voilà, Ryan, si tu nous écoutes, n'hésite pas. Il nous écoute d'ailleurs, Baptiste, si tu veux dire quelque chose. On t'aime, Ryan. Voilà, donc t'as entendu, Ryan, t'es aimé. Bon voilà, on finit ce podcast par cette sublime déclaration d'amour à Ryan Cherki. On lui fait un gros poutounette de là où on est. Et si tu veux envoyer des maillots de City, pas de souci, on envoie une adresse. Ouais, avec plaisir. On est là pour ça. Moi je prends. Moi aussi. Allez, poutounette à tout homme. Et à dans 2 semaines. Merci à tous, à dans 2 semaines. Ciao.